Bonjour et bienvenue sur Philosophiae. Je vous propose ici d'essayer d'examiner si nous ne pourrions pas réduire la notion de liberté à celle de pouvoir ou de puissance. Le tout dans le but de clarifier cette notion très large. Vous me direz en commentaire si cela vous semble légitime ou pas, à savoir si cette réduction n'ampute pas la liberté d'autres caractéristiques fondamentales à vos yeux et que j'aurais manqué. Mais bon voilà, il me semblait que c'était une perspective assez évidente et simple, et j'espère que cela vous parlera ou vous aidera à vous positionner et à clarifier votre propre façon d'appréhender la liberté. Pourquoi cette idée ? Parce que je crois que si on demande un peu spontanément à quoi pensent les gens quand on parle de liberté, eh bien on évoquera, on entendra souvent spontanément la liberté de mouvement, de déplacement, par contraste avec l'enfermement déjà. Si l'on a du mal à définir précisément la liberté, on sait négativement ce qu'elle n'est pas. Être en prison, ce n'est pas être libre, même si, c'est vrai, certains peuvent y avoir plus de pouvoir et de liberté que d'autres. On pensera aussi à la liberté de l'individu par rapport à sa famille, au groupe, à sa culture, à la société. La possibilité d'être un individu singulier, en somme. On pourra penser aux divers niveaux aussi, par exemple, de la liberté de la femme en fonction des cultures et des pays. Autre point, évidemment, la notion d'argent reviendra facilement. Elle sera mentionnée, car il est censé, l'argent, être une puissance de libération, de liberté, satisfaisant nos besoins et ouvrant des possibles. Avoir de l'argent, c'est de facto se sentir moins esclave de son travail, par exemple, ou de son environnement. Être célibataire aussi, on peut ressentir que cela est un élément qui relèverait de la liberté. Après, cela dépend des points de vue et des différents besoins prioritaires des personnes, entre d'un côté la sécurisation affective et de l'autre le besoin de liberté. Il demeure que l'on peut estimer que le monde est peut-être plus ouvert dans ces moments de célibat. Mais ici, vous estimerez peut-être qu'être plus libre dans ce sens-là n'équivaudra pas forcément à être plus heureux. Donc encore une fois, ça dépendra des besoins qui sont prioritaires pour vous. Après, on peut aussi ajouter des éléments un peu triviaux, inattendus, même comme la beauté. En effet, la beauté physique ou psychologique va permettre d'avoir plus de partenaires potentiels, on va dire, ou de qualité, ce qui est un grand avantage, a priori, dans un monde sécurisé, j'entends. La connaissance en général, les diplômes, l'intelligence, la connaissance de soi et de son environnement sont encore censés être des éléments favorables par rapport à la liberté. Évidemment aussi, être en bonne santé semble être une condition nécessaire, ou avoir un travail satisfaisant, pouvoir en changer facilement. Il y a une dimension de plaisir, de satisfaction et de bonheur, ces éléments qui semblent graviter de près ou de loin avec notre préconception de la liberté. Toute une succession de qualités, de caractéristiques ou d'objets fondamentaux semble venir concourir à cette sorte de précompréhension de la liberté. On ajoutera en volontiers peut-être encore qu'on se sentira plus libre avec des serviteurs aidants, ou en faisant des choses bénéfiques pour nous, en quittant la servitude aussi, ou la dépendance, de l'autre côté. En ayant une vie riche et variée surtout, loin de la routine de la vie habituelle. Ne pas être un instrument d'autrui. Avoir un monde ouvert donc. Aussi se pose la question de savoir si la liberté collective doit être prise en compte, et s'il y a un conflit d'intérêts entre la liberté de la collectivité et celle de l'individu. Bref, vous voyez, en philosophie, on essaie souvent, par abstraction justement, de trouver l'unité derrière la diversité, de trouver ce qu'il y a de commun à différents phénomènes dont on ressent le lien. Il s'agit de trouver le dénominateur commun, si vous voulez. Alors certes, ces idées générales peuvent être considérées comme étant des défauts de la philosophie. À vous de voir, mais je crois que la science elle-même essaie de trouver des lois générales derrière des phénomènes divers, n'est-ce pas ? Et donc, cette unité que je propose ici, eh bien c'est la suivante. Être libre, c'est avoir des possibilités, donc un monde ouvert. Au-delà du fait d'avoir ce potentiel ou pas, il est aussi question d'en avoir la représentation, d'en avoir conscience, de le savoir. Et de cette simple conscience, un sentiment de bonheur et de satisfaction s'ensuit. On n'a pas le même rapport au monde quand on se sait libre. Votre emploi est absurde, il est devenu absurde, maltraitant ? Eh bien, si vous ne pensez pas pouvoir le quitter, vous êtes esclave. Mais si vous savez que vous pouvez facilement faire autre chose, vous vous sentez par cette simple conscience
libre. Par conséquent, si cette unité du concept de liberté réside dans le fait d'avoir des possibilités au sein d'un monde dès lors ouvert, plus vous aurez de possibilités, plus vous aurez en soi de liberté. C'est cette forte corrélation entre liberté et possibilité qui m'autorise, je crois, à réduire la liberté au pouvoir. On peut toutefois faire remarquer que certains préféreraient peut-être parler de puissance, réservant le terme de pouvoir à tout ce qui est un peu juridique, qui est apporté par la société et par la loi. Mais bon, comme l'expression avoir de la puissance sur soi-même ne se dit pas, on parlerait plutôt d'avoir de l'empire sur soi-même. On parle plus habituellement de pouvoir sur soi, donc on reste avec l'idée de pouvoir sur soi. Donc de liberté dans son rapport avec le pouvoir. J'ajoute d'emblée que la notion de choix est proche. Mais elle est une condition nécessaire de la liberté, peut-être pas suffisante. Je veux dire par là qu'une égale capacité de choix propre à notre espèce n'équivaut pas à une égale liberté au sens d'un égal pouvoir de tous les individus. Donc il y a d'un côté la capacité et de l'autre les choix réels, les possibilités réelles. Donc certes, oui, il y a une liberté fondamentale par nature et une liberté réelle avec ses degrés. Toutefois, c'est vrai, la philosophie a souvent attiré l'attention sur cette simple capacité, si forte et si importante qu'elle pouvait nous permettre de nous opposer même à l'instinct, à la vie. L'humain pouvant parfois préférer des valeurs à sa vie même, des valeurs comme la liberté d'ailleurs. Donc une liberté comme capacité, volonté qui nous rendrait même semblables à Dieu, chez Descartes. Écoutons-le. Le libre arbitre est de soi la chose la plus noble qui puisse être en nous, d'autant qu'il nous rend en quelque façon pareils à Dieu. C'est la volonté qui principalement me fait connaître que je porte l'image et la ressemblance de Dieu. Le libre arbitre est la perfection principale de l'homme, ce qui nous rend en quelque façon semblables à Dieu en nous faisant maîtres de nous-mêmes, pourvu que nous ne perdions point par lâcheté les droits qu'il nous donne. On peut donc remarquer aussi avec ces idées un peu intuitives, classiques, que nous avons vues jusqu'à présent, qu'il y a tout de même une forme de tension au sein de ce concept de liberté, de cette notion, entre d'un côté ce qu'on pourrait appeler une liberté-puissance, que je vous traduirai comme pouvoir sur le monde, et une forme de liberté, autarcie, indépendance, qui serait un pouvoir sur soi. C'est pourquoi directement, comme définition opérationnelle, et si vous me suivez dans ce petit travail conceptuel, on pourrait dire que la liberté est à la fois pouvoir sur soi et pouvoir sur le monde. Donc on pourrait imaginer, sur un sujet, qu'est-ce que la liberté par exemple, que méthodologiquement, on aurait déjà dans deux premières parties. La première dirait que la liberté est un pouvoir sur le monde. On pourrait argumenter sur la nature de notre espèce, qui de fait semble en effet avoir un pouvoir relativement supérieur par rapport aux autres animaux. L'individu aussi, le plus libre, serait celui qui aurait le plus de pouvoir. Et de là découlerait naturellement quelques objections. Notre espèce maîtrise-t-elle vraiment son développement ? On pensera à l'écologie. Et de même, l'individu qui a du pouvoir maîtrise-t-il nécessairement ses désirs ? Et donc viendrait naturellement, par les défauts inhérents de la première thèse, la deuxième partie traitant de la haute importance de la maîtrise de soi, du pôle donc pouvoir sur soi-même, qui serait au fond inhérent à la liberté vraie. Eh bien, à cet effet, par rapport à cette thèse-là, écoutons par exemple ce que nous dit Durkheim. Représentez-vous, en effet, un être affranchi de toute limitation extérieure, un despote plus absolu encore que ceux dont nous parle l'histoire, un despote qu'aucune puissance extérieure ne vienne contenir et régler. Par définition, les désirs d'un tel être sont irrésistibles. Dirons-nous donc qu'il est tout-puissant ? Non certes, car lui-même ne peut leur résister. Ils sont maîtres de lui comme du reste des choses. Il les subit, il ne les domine pas. En un mot, quand nos tendances sont affranchies de toute mesure, quand rien ne les borne, elles deviennent elles-mêmes tyranniques, et leur premier esclave, c'est le sujet même qui les éprouve. Aussi, vous savez quel triste spectacle ils nous donnent. Les penchants les plus contraires, les caprices les plus antinomiques se succèdent les uns aux autres, entraînant ce souverain soi-disant absolu dans les sens les plus divergents, si bien que cette toute-puissance apparente se résout finalement en une véritable impuissance. Un despote est comme un enfant. Il en a les faiblesses, et pour la même raison. C'est qu'il n'est pas maître de lui-même.
La maîtrise de soi, voilà la première condition de tout pouvoir vrai, de toute liberté digne de ce nom. À la lecture de l'ensemble de cette troisième leçon, on peut dire qu'elle illustre, me semble-t-il, l'éducation un peu autoritaire dont je parlais dans d'autres vidéos. Celle d'une éducation qui passe par une autorité nécessaire, extérieure et intériorisée. Une autorité qui prend soin, surtout. Certes, la mode et la culture officielle font de ce style éducatif quelque chose d'absolument rétrograde, détestable. Bon, pour pas dire plus. On a dit combien le freudo-marxisme n'était pas pour rien dans ces effets-là, ces effets culturels-là. Fort heureusement, l'expérience et parfois certains éléments de l'actualité viennent réaffirmer ce bon sens originel, semble-t-il en tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Car n'oublions pas, au-delà des modes pédagogiques et compagnie, le laxisme décontenant et infantilisant, le progressisme et ses variantes étonnantes, c'est pour le petit peuple. Mais le style conservateur, autoritaire et cadrant, c'est pour l'élite. Donc il faut toujours regarder où l'élite met ses enfants. Donc c'est à méditer, parce que les faits sont importants aussi. Bien. Il ne faut donc pas oublier la dimension maîtrise de soi dans la liberté, on l'a dit. Et je fais remarquer au passage que si les représentations habituelles des élèves portent spontanément sur la liberté comme pouvoir sur le monde, bien plus que comme pouvoir sur soi, eh bien ils transcrivent peut-être par là un état de notre culture, ou un état de la personnalité moyenne, la personnalité de base dont on parlait dans d'autres vidéos. Et en effet, dans une culture façonnée par la société de consommation et le freudo-marxisme, on a réussi, on l'a dit, à faire de la discipline et de la maîtrise de soi quelque chose de réactionnaire et ringard. Et l'idée de liberté-déviance par rapport aux normes, et surtout traditionnelles, l'emporte largement sur cette obscure et lointaine idée d'empire sur soi-même. On se demanderait bien à quoi ça peut servir. Quelle drôle d'idée. C'est donc aussi en fonction de cette polarité, pouvoir sur soi, pouvoir sur le monde, qu'on aura des jugements très différents quant à la nature de la liberté. Et si l'élève raisonne dans le cadre de la liberté-puissance, sur le monde donc, il ne comprendra pas forcément son professeur, que ce dernier sépare trop souvent la liberté de la réalisation des désirs et du bonheur individuel. Cela lui apparaîtra contre-intuitif. Et c'est vrai que souvent le professeur pourra raisonner dans le cadre d'une libération par rapport à notre partie désirante. La liberté comme une volonté, comme une puissance de commencement des choses. Alors certes, c'est très bien, mais comme capacité d'inhibition aussi. Capacité de ne pas faire certaines choses, de s'empêcher. Et ainsi, il concevra la liberté au regard d'une autonomie rationnelle, nous rendant, par exemple, capables de suivre plutôt la morale que le bonheur ou le plaisir individuel. Et là, je pense à Kant. Donc c'est une source parfois de mécompréhension, il faut le savoir. Il me semble aussi utile de proposer ce texte dans le même esprit de Kant, avec l'idée selon laquelle dans l'éducation, il y a le pôle éducation et instruction, et que le pôle éducation implique la discipline. Cette discipline est qualifiée de négative par Kant, mais il ne faut pas comprendre négative au sens de mauvaise, mais au sens où on enlève quelque chose. Ici, on se dépouille de notre naturalité ou de nos instincts, pour faire primer en nous la raison. Dans le même sens, l'instruction est le côté positif, au sens où l'on ajoute quelque chose. Je mentionne ce texte parce que nous y trouvons une opposition en quelque sorte analogue à l'opposition entre principe de plaisir et principe de réalité. Entre maternage et paternage aussi. Et l'éducation, comme la maturité, vise à faire primer le réel et la rationalité sur les désirs, afin de ne pas prendre, comme le dit le dicton, nos désirs pour la réalité. La tension entre liberté-plaisir et liberté-maîtrise de soi apparaît aussi clairement. Écoutons donc Kant. L'homme est la seule créature qui soit susceptible d'éducation. Par éducation, l'on entend les soins, le traitement, l'entretien, que réclame son enfance, la discipline qui le fait homme, enfin l'instruction avec la culture. La discipline nous fait passer de l'état d'animal à celui d'homme. Un animal est par son instinct même tout ce qu'il peut être. Une raison étrangère a pris d'avance pour lui tous les soins indispensables. Mais l'homme a besoin de sa propre raison. Il n'a pas d'instinct et il faut qu'il se fasse à lui-même son plan de conduite. Mais comme il n'en est pas immédiatement capable et qu'il arrive dans le monde à l'état sauvage, il a besoin du secours des autres. La discipline empêche l'homme de se laisser détourner de sa destination, de l'humanité, par ses penchants brutaux. Il faut par exemple qu'elle le modère
afin qu'il ne se jette pas dans le danger comme un farouche ou un étourdi. Mais la discipline est purement négative, car elle se borne à dépouiller l'homme de sa sauvagerie. L'instruction, au contraire, est la partie positive de l'éducation. Mais l'homme a naturellement un si grand penchant pour la liberté que quand on lui en laisse prendre d'abord une longue habitude, il lui sacrifie tout. C'est précisément pour cela qu'il faut de très bonne heure, comme je l'ai déjà dit, avoir recours à la discipline, car autrement, il serait très difficile de changer ensuite son caractère. Il suivra alors tous ses caprices. Nous devons donc nous accoutumer de bonne heure à nous soumettre aux préceptes de la raison. Quand on a laissé l'homme faire toutes ses volontés pendant sa jeunesse et qu'on ne lui a jamais résisté en rien, il conserve une certaine sauvagerie pendant toute la durée de sa vie. Il ne lui sert de rien d'être ménagé pendant sa jeunesse par une tendresse maternelle exagérée. Car plus tard, il n'en rencontrera que plus d'obstacles de toutes parts et il recevra partout des échecs lorsqu'il s'engagera dans les affaires du monde. Bien, on s'est peut-être mis d'accord sur l'idée que la liberté est un pouvoir sur le monde plus un pouvoir sur soi. Alors on laisse ouvert la question de savoir ce qui est le plus important dans ces deux composantes, hein, c'est ouvert, mais on peut penser évidemment que les deux coévoluent, que les deux sont associés. Et il semble en effet que les deux thèses soient globalement valables, hein. Première thèse, la liberté est un pouvoir sur le monde qui repose sur un pouvoir sur soi-même. Et deuxième thèse, la liberté est un pouvoir sur le monde qui nourrit, qui engendre un pouvoir sur soi-même. Et dès lors, à ce titre, il me semble préférable de rester vague au sens d'englobant, de ne pas garder forcément une causalité linéaire et d'opter pour une causalité plutôt circulaire en disant quelque chose comme la liberté est le résultat d'un processus de coévolution entre un pouvoir sur soi et un pouvoir sur le monde qui se nourrissent l'un l'autre, si vous voulez. J'aimerais maintenant changer légèrement de référentiel et relier ces idées à travers un petit raisonnement simple par rapport à notre vie en société, le référentiel social. La thèse est la suivante. C'est afin de dominer notre environnement que la société doit s'organiser et donc exercer une contrainte sur les individus. Idée simple. Dit autrement, notre pouvoir sur la nature implique un pouvoir social, plus ou moins fort ou étouffant sur les individus. Ce que nous percevons comme contrainte sociale serait alors un épiphénomène inhérent à la liberté même, nécessaire à notre pouvoir sur le monde. Ainsi, notre relative domination de l'environnement implique l'organisation, la coopération. Et cette organisation sociale implique aussi une hiérarchie, une division du travail, et par conséquent le pouvoir du groupe sur l'individu. Ainsi encore, cela implique que dans l'individu lui-même, il doit y avoir un sens du devoir, un état d'esprit civique, sensible à l'intérêt général. Ce sens du devoir est aussi corrélé à une capacité de maîtrise de soi. Ainsi, aussi frustrant que cela soit pour l'individu, ce dernier en tire pourtant de nombreux bénéfices, à savoir toute la production de sa société. On peut aussi penser à Freud et à son livre Malaise dans la civilisation, mais c'est le prix à payer. Le prix à payer de la domination de l'environnement naturel. Il ne semble donc pas raisonnable de faire comme si nous n'étions que des atomes individuels, non connectés les uns aux autres au sein d'une société. L'individu a certes de la valeur, mais comme Durkheim le théorisait dans son livre sur la division du travail social de 1893, cette inflation, cette expansion et ce gros succès de la valeur individu, si typique des sociétés occidentales, européennes ou modernes, n'est en dernier ressort que le produit d'une organisation sociale. C'est la solidarité mécanique chez Durkheim, qui incarne les sociétés premières, et la solidarité organique, avec une très grande dépendance, d'où le mot organique, qui caractérise les sociétés plus avancées, disons plus développées. Je reviens à présent sur la relation entre la liberté et le pouvoir, avec quelques schématisations, quelques propositions. Donc si liberté égale pouvoir, on peut dire que dans la catégorie pouvoir sur le monde, on pourrait, c'est vrai, diviser pouvoir physique sur l'environnement et pouvoir institutionnel sur les autres, ou pouvoir sur les autres de l'individu. Mais dans le pouvoir institutionnel sur les autres, c'est le pouvoir sur soi de la société elle-même. Comment on s'auto-gère en tant que société. S'y adjoignent l'éducation, la discipline, la religion, la politique, au nom de l'organisation sociale. On rentre alors pleinement dans la philosophie politique et les questions relatives à la nature de notre société.
À savoir, est-ce qu'elle est totalitaire, traditionnelle, libérale, avec l'idée de pluralisme, hein. Est-ce qu'on a une tolérance au niveau de la diversité des modes de vie et de pensée, par exemple, et est-ce que la sphère privée est respectée? Bien, en conclusion, si la liberté est une valeur, un objectif, elle est aussi un fait. Elle repose sur l'expérience de la volonté et du choix, dans sa différence avec un comportement automatique et instinctif. Elle est associée à l'idée d'un monde ouvert et se ressent d'autant plus que nous avons des possibilités réelles. De là son lien, comme je l'ai proposé évidemment, avec le pouvoir. Et on peut dire donc que la liberté est le résultat d'un processus de coévolution, entre un pouvoir sur soi, un pouvoir sur le monde. On l'a dit, il y avait ces deux phases qui étaient particulièrement importantes. Mais loin de simplement être ou ne pas être, la liberté est aussi un processus de libération, une dynamique, en lien avec le développement de notre intelligence, de notre expérience, de notre maturité. Mais c'est bien sur cette liberté propre à notre espèce que nous nous autorisons à fonder notre dignité et notre responsabilité, tant d'humains que d'individus. Voilà donc ce que je voulais mentionner comme exemple de raisonnement philosophique, un peu conceptuel, hein, un raisonnement évidemment imparfait, mais je l'espère clair. Et donc j'en ai terminé, j'en profite pour remercier tous ceux qui me font l'honneur de s'abonner, et je vous dis à très bientôt sur Philosophiae.